Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aude Laffitte, 41 ans, a perdu son bébé de 2 mois, Timothée, en 2019. Le nourrisson est mort après avoir été secoué par son père, l'ancien compagnon d'Aude Laffitte, qui a été condamné le 6 décembre par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à 5 ans de réclusion. En 2023, cette femme a créé une association pour alerter sur les secouements dont sont victimes chaque année des centaines de bébés en France, des violences souvent répétées, mortelles dans plus de 10% des cas et qui laissent des séquelles 3 fois sur 4. Aude Laffitte témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Aude Laffitte à la rédaction du Parisien. Depuis la mort de son fils, Timothée, elle veut sensibiliser le grand public au syndrome du bébé secoué en racontant son histoire. Aude Laffitte est née le 19 juillet 1983. Elle a grandi en région parisienne jusqu'à 10 ans, puis elle a déménagé à Paris. Après ses études, elle travaille dans la communication pour des marques et elle aime beaucoup son travail. Elle commence à faire sa vie avec un homme et à 31 ans, en 2014, elle donne naissance à une fille, Louise. Je pense que j'étais pas préparée à la réalité de l'arrivée d'un premier enfant. Je me sentais nulle. J'avais l'impression que j'allais pas y arriver, que cette petite fille, j'étais pas à la hauteur pour elle. Et puis finalement, les choses se sont simplifiées au fur et à mesure qu'elle grandissait. Mais c'est vrai que les premiers moments, quand on est rentré avec elle à la maison, c'était un petit peu panique à bord. Les premières années de Louise se passent bien, mais Aude et le père de Louise se séparent, et quelques années après, Aude commence une histoire d'amour avec un autre homme, Nathanaël, qu'elle a rencontré au travail. C'était idéal, il avait lui également un enfant d'une première union. Louise et Gabriel, donc le fils aîné de Nathanaël, ça a été le coup de foudre immédiat. C'était une vraie relation frère et sœur qu'ils ont développée très très rapidement et très naturellement. D'ailleurs, ils s'appelaient mon frère, ma sœur. On avait très envie d'une grande famille et tout était simple. Tout semblait d'une évidence folle. Aude et Nathanaël décident d'agrandir leur famille en faisant un autre enfant. Et Aude donne naissance à un fils, Timothée. Il naît le 27 décembre 2018. Juste après Noël, donc c'était mon petit cadeau de Noël de 2018. Son arrivée, elle se fait tout en douceur, et puis la vie se met en place assez naturellement avec les difficultés des premières semaines et premiers mois de vie d'un tout petit. Donc les nuits sont courtes, c'est sûr. Timothée... grandit bien, tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'au 28 février 2019. À ce moment-là, Timothée a 2 mois. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous chez le kiné, post-accouchement. Je laisse Timothée à la maison avec Nathanaël qui était en télétravail ce jour-là. Je lui demande d'ailleurs s'il souhaite que j'emmène Timothée avec moi ou pas, et il me dit non, ça va aller. Et donc je vais à mon rendez-vous. Et en sortant du rendez-vous, j'envoie un texto pour savoir si tout va bien. Et là, il me dit qu'il est à l'hôpital avec Timothée parce que Timothée a fait un malaise. Donc ma première réaction, c'est de me dire qu'il me fait une mauvaise blague. Et donc il me certifie qu'il est à l'hôpital. Et là, c'est la panique à bord. D'abord, je commence à me culpabiliser en me disant mais s'il a fait un malaise, c'est qu'il y a une infection, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Et en tant que maman, j'aurais dû voir. Et donc je fonce à l'hôpital, à Boulogne. Et quand j'arrive, en fait, je retrouve Timothée entouré de beaucoup de médecins, beaucoup trop pour que ce soit rassurant, qui prennent ses constantes, qui notent tout un tas de données partout dans la chambre, dans la pièce. Et j'essaye immédiatement d'établir un contact visuel avec mon bébé. Et en fait, il a les yeux ouverts.
Mais ses yeux partent dans tous les sens et c'est impossible d'avoir un contact visuel avec lui. Et assez rapidement, ils me disent qu'ils l'emmènent passer un scanner. Je leur demande mais est-ce qu'il va s'en sortir ? Et la médecin me dit je ne peux pas vous répondre. Et donc ils lui font passer ce scanner et immédiatement après, ils nous disent Timothée a du sang dans le cerveau. Il a ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Et là, je comprends plus ce qui se passe. Je comprends plus ce qui se passe et je dis à cette médecin mais c'est pas possible, c'est moi qui m'occupe de lui tout le temps, je l'ai jamais confié à personne et je l'ai jamais secoué, c'est pas possible. Et en fait, j'occulte complètement le fait qu'il venait de passer du temps avec son père. Je sais même pas si à ce moment-là, je lui ai posé la question, j'étais tellement persuadée qu'il n'avait pas fait de mal à mon bébé. Ça me semblait impossible à envisager. Et j'étais tellement concentrée sur Timothée que je cherchais pas à savoir ce qui s'était passé, je cherchais surtout à savoir ce qui allait arriver à mon bébé, à ce moment-là. Timothée est transféré à l'hôpital Necker dans le 15e arrondissement de Paris, spécialisé pour les enfants. Dans cet hôpital, les chirurgiens l'opèrent pour essayer de drainer un maximum de sang dans son cerveau pour faire baisser la pression intracrânienne. Je vais constamment près de la porte pour avoir des nouvelles, etc. Et à un moment, j'entends qu'il fait un arrêt cardiaque. Et donc, à chaque seconde, je me dis qu'il peut mourir. Donc, ils réussissent à refaire partir son cœur. Et puis, ils me laissent rentrer. Et voilà, là, j'ai cette image de mon bébé avec un énorme bandage sur la tête et des tuyaux partout. Et il respire à l'aide de machines. Et on va passer 5 jours comme ça à surveiller essentiellement sa pression intracrânienne pour espérer qu'elle baisse. Sauf qu'elle ne baissera jamais suffisamment. Et très rapidement, les médecins nous font comprendre que c'est sans espoir. Et moi, je m'accroche à l'idée que c'est pas le bon diagnostic. Parce qu'accepter ce diagnostic, ça veut dire accepter qu'on puisse rien faire. Et donc, je demande tout de suite à ce qu'ils fassent des recherches de maladies rares, de maladies génétiques, en me disant, mais ils vont trouver quelque chose, et donc, ils auront la solution pour le guérir, et ils vont sauver mon bébé. Sauf que, évidemment, c'est pas le cas, parce que, oui, Timothée a été secoué. Et ça, je vais le comprendre réellement. Alors déjà, les équipes médicales m'amènent doucement à accepter cette réalité. Et puis, au bout d'un moment, en fait, Nathanaël va s'enfuir de l'hôpital et m'envoyer un message d'aveu en disant « Oui, j'ai secoué Timothée ». Je tombe, physiquement, je tombe. Et je commence à partir, à faire un malaise. Et les médecins me disent bon, maintenant il faut manger, parce que ça fait 4 jours que j'ai rien avalé. Ils me disent maintenant il faut manger, parce que si vous faites un malaise, on va devoir vous transférer dans un autre hôpital, puisqu'on a Necker qui est un hôpital spécialisé pour les enfants. Et donc vous allez être séparés de Timothée. Et en fait, cette idée d'être séparée de Timothée, elle est plus forte que l'émotion que je suis en train de traverser. Et du coup, je me ressaisis immédiatement. Et à ce moment-là, pour moi, Nathanaël n'existe plus. Nathanaël revient à l'hôpital. Aude accepte qu'il reste pour les derniers moments de Timothée, qui meurt le 5 mars 2019. La police place Nathanaël en garde à vue, pendant laquelle il avoue avoir secoué son bébé parce qu'il n'arrivait pas à le calmer alors qu'il était en train de pleurer. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il reconnaît son geste à la police, mais pas auprès de moi. Auprès de moi, il va s'en mêler dans différentes versions. À force de discussion, il va finalement m'avouer que Timothée n'a pas fait de malaise, ou plutôt
que si malaise il y a eu, c'est après le secouement. Pendant sa garde à vue, moi je sais pas où je suis, je survis en fait tout simplement. En sortant de l'hôpital, j'ai été rejoindre ma fille qui était gardée par ma mère pendant l'hospitalisation. Et je passe des journées sans même réussir à me lever, jusqu'au jour où Louise va me dire « Bon, maman, maintenant, du haut de ses 4 ans, hein, maintenant ça suffit, il va falloir que tu te lèves, quoi. » Mais évidemment, j'avais comme mon cœur partagé en deux entre ma fille ici et mon fils ailleurs. Et oui, on pense à rejoindre son enfant, hein, c'est sûr, mais je pouvais pas laisser Louise. Elle avait déjà vécu ce drame, elle pouvait pas perdre sa maman non plus. Mais j'avais le sentiment de plus être à la hauteur et j'avais peur de la fragiliser avec une maman triste, une maman qui pleure beaucoup, qui a plus goût à rien. Alors au début, je suis plus capable de m'occuper d'elle, donc c'est son papa qui va prendre le relais. Et on s'entend très très bien avec le papa de Louise et il a été incroyable, très soutenant et pour Louise et pour moi. Et puis je me suis dit, soit ce chagrin il me tue à petit feu, soit je le transforme en quelque chose qui aidera les autres et qui me permettra de donner du sens et d'être là à nouveau pour Louise. Donc oui, je me suis fait accompagner, d'abord pour Louise, mais c'était dans ce but-là, oui, de pouvoir être là à Louise et de ne pas abîmer cette petite fille qui était déjà abîmée par la vie. Et donc, voilà, on est normalement en garde alternée. Là, elle reste chez lui et je viens au début juste un quart d'heure passer voilà, un petit moment de vie avec elle, et puis une demi-heure, puis 1 heure, puis une demi-journée, jusqu'à la reprendre à nouveau avec moi. Mais c'est vraiment progressif. Et Louise, on lui explique le principe qu'on s'est donné, c'est de ne jamais lui mentir. Ça, c'est une première chose. Et de ne pas avoir de tabou, de lui laisser poser toutes les questions qu'elle voulait et de lui apporter les réponses. Pour ça, on s'est aussi fait accompagner par des pédopsies, pour l'accompagner elle et pour nous aider aussi, nous, à pouvoir lui dire les choses. Et la chance qu'on a eue, c'est que Louise était une petite fille qui avait un vocabulaire assez riche pour son âge. Elle parlait très très bien, ce qui lui a permis tout de suite de mettre des mots sur ce qu'elle vivait, des mots sur ses émotions. C'était assez bluffant. Aude arrête son travail et se consacre à sensibiliser le grand public au syndrome du bébé secoué. Elle explique que ce n'est pas un accident, mais une vraie violence qui provoque un traumatisme crânien. Aude commence aussi à témoigner dans les médias et 1 an après la mort de Timothée, le 7 mars 2020, Aude organise une marche en sa mémoire. J'essaye de rassembler un maximum de personnes. Symboliquement, en fait, on fait le dernier trajet de Timothée, donc depuis l'appartement où il a été secoué jusqu'au cimetière où il est enterré. Cette marche, elle a pour but de rendre hommage à Timothée, mais aussi et surtout d'ouvrir les yeux des gens sur la réalité de ce fléau des bébés secoués et de rendre hommage à toutes les victimes de cette violence. Parce que Timothée, c'est un des 500 bébés qui sont secoués chaque année. En essayant de comprendre ce qui est arrivé à son fils, Aude rencontre des spécialistes sur le sujet et d'autres parents de victimes. Elle crée un collectif en février 2020 avec lequel elle organise notamment une campagne de sensibilisation sur le syndrome du bébé secoué avec le gouvernement. En février 2023, Aude crée une association, AVI, Action contre les violences infantiles. Elle est présidente de cette association et se consacre à la formation des professionnels et à la sensibilisation des parents sur les violences infantiles, dont le syndrome du bébé secoué.
En décembre dernier, près de 6 ans après la mort de Timothée, le procès de son père, Nathanaël, s'ouvre à Nanterre. C'était d'une part la première fois que j'allais le revoir depuis des années. Je ne savais pas comment j'allais réagir en le voyant. Et puis angoissée à l'idée du verdict. Alors, je n'avais aucune crainte sur le fait qu'il allait être jugé coupable, puisque voilà, tout était là, les expertises médicales prouvaient ce qu'il fallait prouver, et lui-même avait avoué. Donc, il n'y avait aucun doute sur sa responsabilité. En revanche, j'avais beaucoup d'appréhension concernant la peine qui allait lui être donnée, et j'avais raison d'avoir peur. Il encourait 30 ans de réclusion criminelle et il a été condamné à 5 ans. Et au-delà de la peine en elle-même, c'est surtout la façon dont la justice considère cette violence. Et j'ai entendu des phrases pendant ce procès où dans une même phrase, on a pu dire que c'était un bon père, mais qu'il avait tué son enfant. En tout cas, qu'il avait exercé des violences volontaires sur son bébé. C'est difficile à entendre dans une même phrase. On ne peut pas être un bon père si on tue son enfant. Mais ça montre tout le chemin qui reste à faire encore, toute la prise de conscience qui est nécessaire pour que la société entende, regarde vraiment ces violences et les considère et du coup les sanctionne à la hauteur de ce qu'elles sont. Barbara, on entend bien dans ce témoignage que c'est à la fois son combat et sa fille Louise qui l'aident à vivre, et en même temps, Aude Laffitte parle de survie aujourd'hui finalement. Oui, parce qu'elle me dit mot pour mot qu'elle a une tristesse infinie en elle qui la quittera jamais et qu'elle n'est plus la même personne qu'avant. La perte de son fils l'a vraiment changée, mais elle fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et oui, ce qui lui donne autant de force, c'est sa fille Louise, et voir qu'elle grandit bien. Elle me dit qu'elle est pleine de joie de vivre aujourd'hui et elle est très fière d'elle et de ce qu'elle est devenue malgré le fait d'avoir perdu son frère. En tout cas, même si Aude aimerait retrouver une forme de paix pour elle et sa fille, elle est certaine qu'elle ne pourra jamais pardonner à son ex-compagnon d'avoir tué son fils. Quand Aude Laffitte mène des actions de prévention, sur quoi est-ce qu'elle insiste ? Elle insiste vraiment sur le fait que tout le monde ne peut pas secouer un bébé parce que même si on ne sait pas qui va passer à l'acte, ça reste un geste très violent. Et ce qu'elle m'explique, c'est que dans la plupart des cas, c'est une violence répétée. Souvent, les bébés secoués le sont à plusieurs reprises. Et dans 70% des cas, ce sont les pères qui secouent le bébé, dans 20% les assistantes maternelles, et dans 10% ce sont les mères, alors que ce sont elles qui passent le plus de temps avec leur bébé. En tout cas, dans presque tous les cas, il s'agit d'adultes qui sont seuls avec le bébé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ce qui est conseillé de faire quand un nourrisson n'arrête pas de pleurer, c'est de le coucher en sécurité sur le dos et de quitter la pièce le temps pour l'adulte de se calmer. Si besoin, il est possible d'appeler un proche pour penser à autre chose ou faire redescendre la pression, ou même appeler le 119, un numéro national pour la protection des enfants. Merci Barbara Gouy et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.